Donc pour cette partie, nous allons voir un petit peu le compte Google et l'incidence que ça peut avoir sur un ensemble de choses. Donc déjà, la première des choses, c'est qu'actuellement, tout le monde possède un smartphone. Vous avez deux grandes classes de smartphones. Vous avez les iPhones avec Apple et les autres qui sont à base d'Android, qui est un système d'exploitation. Ce système Android, en fait, il a été comment dire, il a été plutôt accaparé par Google, et ce qui fait que dans tous les Android que vous avez, donc hormis les iPhones, vous avez l'obligation de créer un compte Google pour pouvoir utiliser votre téléphone. Ce qui implique énormément de choses en fait. Donc la première des choses, effectivement, c'est que votre adresse Gmail, du coup, est raccordée à votre numéro de téléphone. Si ça n'est pas le cas déjà, ça peut avoir des grosses incidences. On le verra par la suite. La deuxième chose, c'est qu'en fait, tout ce que vous allez faire sur votre Android, du coup, c'est lié à votre compte Google. C'est assez anodin, on s'en rend pas forcément compte, mais si par exemple je vais sur Gmail pour créer mon adresse mail, en fait, je ne crée pas qu'une adresse Gmail, en même temps, je crée un compte Google, et ce compte Google me propose, c'est ce qu'on voit ici, tout un tas d'outils. Alors c'est hyper bien parce qu'on verra, il y a vraiment des outils très puissants, on va les survoler un petit peu histoire de vous les présenter. Mais la problématique est autre. Par exemple, ici, je remarque que je suis connecté. D'accord? Donc j'ai créé un compte lambda, hein, juste histoire d'avoir de quoi vous présenter les choses. Donc ici, je suis connecté. Donc j'ai l'impression que là, je suis connecté le temps 2. Si je ferme ici et que je rouvre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc là, je fais un peu ce que je veux et en fait, sans m'en rendre compte, je suis toujours connecté. Alors c'est pratique parce que là, je peux aller directement sur mes mails, mais le fait que je sois connecté, du coup, il capte tout ce que je suis en train de faire. Et si par exemple, je vais sur Google, alors, tac, si je vais sur Google et que je tape, alors je vais aller sur google.com parce que vous avez bien vu que mon moteur de recherche maintenant c'est Lilo. Et si je tape une recherche, je sais pas moi, Ezeis par exemple, voilà. Eh bien là, en fait, on remarque bien que je suis toujours connecté. Et ça, c'est récupéré. Pareil, je me dis bon, allez, je pars de Google, je vais sur YouTube. Je vais commencer à regarder certaines choses, n'importe quoi, voilà. Stop. Donc maintenant, là, j'ai regardé deux, trois petites choses. Eh bien, tout ça, c'est aussi stocké. Si je regarde là, je suis aussi connecté. C'est-à-dire que j'ai aussi un compte YouTube. Et donc, en fait, à cause de ça, il stocke toutes les informations de tout ce que je fais. Donc, bien sûr, la problématique, c'est qu'on se dit, bah oui, mais du coup, voilà. Du coup, j'ai toutes les informations qui sont stockées, etc. Je sais pas trop où c'est, etc., etc. Et du coup, je veux pas utiliser ça et c'est dangereux, Big Brother, etc. Le problème, c'est aussi qu'on regarde pas franchement tout ce qu'ils nous proposent et on va pas fouiller très loin. Si je regarde, donc je retourne sur Google, hein. En fait, je retourne sur Google avant tout pour avoir accès ici. Si je regarde un peu ce qui se passe dans mon compte Gmail, je vais remarquer qu'il y a plein de choses en fait que je peux configurer. Et que si je fais pas ça, forcément, je ne peux que me plaindre parce que je suis un petit peu dans l'inconnu et je ne sais pas exactement ce qui gère et ce qui ne gère pas. Donc on va faire le tour un petit peu de ce compte parce que ça me semble quand même ultra important. Et notamment, vous verrez qu'il y a des incidences quand même qui peuvent être très graves sur l'ensemble de votre matériel et vous avez tout intérêt à gérer justement la configuration de votre compte, la sécurité, etc. Donc quand j'arrive sur mon compte Google, en fait, j'arrive ici. Alors autant vous dire, hein, pour ceux qui sont sur iPhone, c'est à peu près la même logique à un certain moment avec le compte iCloud. À savoir que tout est synchronisé, donc on récupère des infos, etc. Mais ça, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas de compte iCloud.
mais ça fonctionne sur le même principe. Alors, donc là, je suis juste sur mon compte Google. Donc je vais passer un petit peu en revue ce qui se passe. Alors ici, quand j'arrive, j'ai un message de bienvenue, etc. J'ai 2-3 infos. En fait, tout ça, c'est un résumé de ce qu'on trouve ici. Alors pareil, ici, vous pourriez choisir donc une photo qui va s'afficher chez toutes les personnes qui vous contactent via Google. Elles verront votre avatar. Donc on va aller dans le premier, informations personnelles. Donc là, vous avez les informations nécessaires. On a possibilité de changer le mot de passe, mais bien sûr, pour changer le mot de passe, il faut connaître au préalable votre mot de passe. On ne peut pas changer un mot de passe si on a oublié le premier. Ici, donc, il y a les adresses mail, les différentes adresses mail et le numéro de téléphone. Alors là, c'est ultra important. J'en ai vu certains qui avaient leur téléphone Android et en fait, ils utilisaient un compte Google ils avaient connecté un compte Google il y a de ça quelques années. En fait, ils n'étaient absolument pas au courant ni du mot de passe de ce compte, ni rien du tout. Le problème, c'est que si vous ne savez pas quelle adresse mail Gmail est raccordée à votre smartphone, si demain votre smartphone tombe en panne ou on vous le vole, etc., vous n'aurez plus la possibilité de gérer le rapport entre les deux et de pouvoir récupérer certaines choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compte Google, une fois raccordé à un téléphone, fonctionne comme un cloud. C'est-à-dire, on peut synchroniser les photos, du coup on les récupère. On peut synchroniser son agenda, du coup on récupère les infos de l'agenda. Les contacts, etc., etc. Et tout ça, c'est géré avec votre compte. Donc clairement, si demain, par exemple, moi, je casse mon smartphone, c'est pas bien grave parce que je sais où se trouvent les informations. Pareil, je me retrouve à l'étranger, j'ai absolument besoin de contacter quelqu'un, on ne connaît plus aucun numéro de téléphone ou très peu de numéros de téléphone par cœur. Eh bien moi, j'ai juste à me raccorder sur mon compte Gmail, d'aller voir dans mes contacts qui se trouvent ici, je vous les montre quand même, tac, les contacts, alors... Voilà, les contacts. Bon, là, bien sûr, j'en ai pas, mais ici, moi, je gère tous les contacts. Ce qui fait que, en fait, mon téléphone ne fait que consulter mon compte Google. Alors, d'un autre côté, on va me dire, oui, mais du coup, tu mets tous tes contacts chez Google, c'est pas forcément très sain. Je vous arrête clairement là-dessus, sur ce point. À partir du moment où vous avez un smartphone Android, de toute façon, vous avez mis le pied dedans. Donc toutes vos infos, considérez-les comme des infos qui sont susceptibles d'être analysées de près ou de loin par Google. Et d'ailleurs, il faut quand même vous dire que je crois que il n'y a que seulement depuis cette année qu'ils ont décidé de ne plus analyser les mails. C'est-à-dire que même les mails sont analysés. Alors bien sûr, ce n'est pas des gens qui lisent vos mails et qui les commentent, mais c'est des robots. Donc c'est la raison pour laquelle vous recevez un message de votre père, et à la fin, on vous propose sur votre smartphone deux, trois réponses du type merci papa, super sympa, merci pour l'info. Il est capable de détecter ça. Forcément, derrière, il y a des intelligences artificielles qui travaillent là-dessus. Mais voilà, donc dans tous les cas, dites-vous que si vous ne voulez pas mettre le pied dedans, n'ayez pas de smartphone ou allez chez iPhone. Mais iPhone, c'est la même logique avec le compte iCloud. Sauf que vu qu'on paye très cher et bien plus cher que ce que ça ne vaut pour ma part, pour le coup, heureusement qu'ils vous proposent quand même ce genre de service. La problématique chez Apple, c'est que tout est relativement opaque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui traîne dans notre cloud, ce qu'il y a dans notre téléphone. C'est un peu flou. Et en fait, c'est un peu leur business plan d'être flou. Pourquoi ? Parce que plus c'est flou, plus vous avez peur. Du coup, vous ne partirez pas de chez eux en vous disant oui, mais j'ai tous mes contacts, j'ai toutes mes photos depuis 6 ans dessus, etc. Bon, vous payez un cloud bien plus cher parce que le but, c'est quand même de vous vendre derrière un espace de stockage, etc. Mais c'est pas clair. Si vous voulez être clair envers ce qui se trouve, vis-à-vis de ce qui se trouve dans votre téléphone et dans votre cloud, vous allez sur iCloud.com. Alors, je fais un aparté, mais c'est quand même important. iCloud.com.
Vous vous connectez sur votre compte iCloud. Ça vous permettra de vous rappeler de votre identifiant et de votre mot de passe parce que généralement, majoritairement, les personnes qui utilisent un iPhone, ils savent pas se connecter en dehors de leur iPhone et ne connaissent ni leurs identifiants iCloud, ni leur mot de passe. Et ce qui est craignos, mais en même temps, je pense que c'est une bonne technique marketing justement pour vous flouter ça et puis vous donner forcément comment dire, l'impression d'être un peu dans le flou et puis la peur de perdre des données. Donc une fois que vous serez connecté là-dedans, vous verrez toutes les photos qui sont en ligne. D'ailleurs, je pense que vous serez très étonné d'en voir bien plus que ce que vous ne voyez sur votre téléphone, par exemple. Et vous aurez toutes les infos là. Donc à partir de là, vous êtes clair envers ce qu'il y a dans votre téléphone, dans votre tablette, ce que vous voulez, et ce qu'il y a sur votre compte iCloud, donc dans un cloud. Un cloud, c'est quoi? C'est un espace de stockage à distance, donc qui vous oblige à avoir une connexion. Pas de connexion, pas de cloud, on peut rien synchroniser, on peut rien récupérer. Et qui vous permet justement d'avoir un espace extensible. C'est-à-dire qu'un disque dur, une clé USB que vous allez acheter, je sais pas, une clé USB avec 16 Go, si vous avez besoin de 18 Go, il faudra racheter une clé. Le principe du cloud, c'est de pouvoir étendre la capacité de votre cloud si vous avez besoin de plus de ressources. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Mais rappelez-vous que cloud implique forcément une connexion et un contrôle, un accès à distance. Donc voilà pour l'aparté. Donc on continue là-dessus. Donc voici la raison pour laquelle c'est hyper important de bien gérer votre compte Google. Si vous avez un Android et que vous ne connaissez pas votre compte, je vous invite vraiment à aller le retrouver. Donc pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres et puis de vérifier quel compte Google est associé à votre téléphone. À partir de là, dites-vous que c'est ce compte-là qui va être en rapport avec la synchronisation, la récupération des données, éventuellement des contacts, etc. Et que si demain, vous perdez votre téléphone et vous ne connaissez ni votre mot de passe, ni l'adresse mail qui a été connectée dessus, là, vous perdez tout. Enfin, clairement, vous perdez tout. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est quand même important de passer par ce cap de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pour ceux ou celles qui n'ont pas de compte Gmail, pareil, je vous invite vivement à en créer un pour plusieurs raisons, notamment, mais on y reviendra un petit peu après, notamment sur la qualité de leur adresse mail. Parce qu'effectivement, on peut avoir des problématiques, mais ça, j'y reviendrai. Et rien que pour ça, je trouve que Gmail, c'est très très bien. Entre ça et puis le Drive, alors j'ai beau critiquer Google et Gmail, enfin Google même dans son ensemble, il n'en reste pas moins que leurs produits sont au top. Clairement, s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui leur arrivent à la cheville sur l'ensemble de ce qu'ils proposent comme outil. Donc, on est dans les infos perso. Donc là, il n'y a pas grand-chose de plus. On a surtout toutes les informations. On va aller maintenant dans données et personnalisation. Alors c'est ici où on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Par exemple, dans les commandes relatives à l'activité. Si vous allez dans gérer les commandes relatives à l'activité, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver en fait tout un tas de choses. Notamment là, vous allez voir ici. Donc il vous le dit bien, enregistre votre activité sur les sites et les applications Google, y compris les informations associées comme la position, afin d'accélérer vos recherches, vous proposer de meilleures recommandations et de personnaliser davantage votre expérience sur les services Google tels que Maps, la recherche Google, etc. En gros, ils vous disent qu'ils récupèrent des infos avant tout pour vous proposer les meilleures recommandations. C'est souvent aussi de la publicité là. Et là, qu'est-ce qu'il y a de coché? Eh bien, il y a coché l'historique Chrome et l'activité liée au site, aux applications et aux appareils qui utilisent les services Google. Donc, ça veut tout dire. Hein. Donc ça, ce truc-là, faut le décocher. Alors, voilà. Donc, il faut aller jusqu'en bas et cliquer sur suspendre. Voilà. En dessous, là, il y a quelque chose qui s'appelle inclure les enregistrements audio. Alors, si ça, effectivement,
c'est activé. Alors par défaut, anciennement c'était activé. Maintenant ils désactivent plutôt tout parce qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts au niveau de leur politique de confidentialité, etc. Mais ça, c'est les OK Google, cherche-moi un restaurant pas loin, etc. etc. Bah, ça, c'est enregistré quelque part. Et à partir du moment, et ça il faut le savoir, hein, que vous utilisez la reconnaissance vocale, même naturellement, il enregistre des brides de votre voix. Euh, ce qui peut être sur du long terme quand même quelque chose d'un peu dangereux. Parce que si on vous pirate votre site, que vous avez utilisé énormément les enregistrements audio, pirater votre site, votre compte Google, pardon, et que en tant que musicien, j'arrive à récupérer tous les enregistrements audio, je pourrais très bien créer des fausses phrases avec votre vraie voix, par exemple. Donc il y a des choses comme ça où effectivement on n'y pense pas tout de suite, mais on se dit ouais, ça peut avoir des incidences dans la réalité qu'on ne gère pas forcément. Donc voilà, donc ça bien sûr que je le désactive. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Suppression automatique. Alors quand je clique là-dessus, je peux automatiquement supprimer les activités datant de plus de 3 mois. Donc ce qui me permet, donc il les garde quand même pendant 3 mois, mais ce qui me permet d'avoir des choses qui seront supprimées. Donc là, si je regarde un petit peu, j'ai plein d'activités. Alors toutes ces activités, c'est quoi ? C'est simplement des recherches que j'ai faites. Donc ça veut dire que quoi que je fasse, à partir du moment où je suis connecté sur mon adresse Gmail, ou à partir du moment où je le gère par rapport à mon téléphone, j'enregistre toutes les informations et tout ce que je fais, les recherches que je fais sur Google, etc., etc. Donc c'est quand même pas rien ce qu'il récupère. Après là, vous avez en dessous, alors j'ai vu la suppression, donc là on était là. Donc là je vous ai montré un petit peu tout ça. J'y reviendrai après par la suite, mais j'étais là-dedans. Hein. L'affichage est un petit peu différent, mais on est exactement au même endroit. À nouveau là où j'étais. Alors je retrouve dans mon compte Google. J'étais dans données et personnalisation. Voilà. Donc là, on a vu celui-là. Activité. Donc là, bien sûr, que je peux aussi désactiver l'activité, carrément. Donc là, je suspends tout. C'est-à-dire que là, il ne va plus rien récupérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'analyse pas, mais par contre, il ne laisse pas de traces sur mon compte. Donc c'est plutôt, moi personnellement, c'est ce que je préfère. Ensuite, l'historique des positions. Alors pareil, si on va sur gérer mon activité, bon là, je ne vais rien avoir, puisque j'ai rien. Mais ici, en fait, on pourrait voir exactement les endroits où on a été, etc. Là, j'ai pas d'historique de position. Alors, le seul truc très sympa, je trouve, pour l'historique de position, c'est par exemple quand vous voyagez. Malheureusement, je l'ai effacé la dernière fois, mais par exemple, je suis parti au Vietnam, j'ai laissé les historiques de position, ce qui me permet de voir exactement les endroits où je suis parti. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir cette mémoire ancrée sur une carte, plutôt que juste des photos, surtout que je ne suis pas très photo. Donc pour le coup, moi je préfère voir les zones où j'ai voyagé. Et si j'avais su, sur les premiers voyages, j'aurais commencé à faire ça et j'aurais essayé de conserver ça pour avoir justement tous les points de visite que j'ai fait. Bon, je ne l'ai pas faite, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, ici vous retrouverez vos historiques de position. Et donc l'historique de position, bien sûr, hein, il est lié aussi au jour, etc. Donc on peut voir pendant ce mois-ci où j'étais, etc. Donc là, je l'ai suspendu. Hein. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser Maps et puis tous les services GPS. C'est simplement dire que je ne conserve pas l'historique des positions. Alors pareil, là, hein, ici, historique YouTube. Alors... ce compte-là, c'est vraiment un compte de présentation. Je ne l'ai pas encore utilisé pour présenter le compte Google. Et tout ça, par défaut, ça y était. Hein. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai rien fait, c'était activé. Si je vais voir l'activité, par exemple, YouTube, alors j'ai été exprès aujourd'hui
voir 2-3 infos, bah, on voit bien, j'ai cliqué tout à l'heure sur ce lien, etc. J'ai tout l'historique de ce que j'ai regardé. Donc effectivement, ici, on peut le supprimer. Alors, je préfère retourner sur l'autre. Ah oui. Ok. Pour retourner de l'autre côté, il faut que je retourne là. Voilà, dans mon... Bah non. Il faut que je retourne par là. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais vous le faire par rapport à ici. Hein. C'est la même chose, sauf que l'aspect visuel est un peu différent. Donc là, c'est pareil. Inclure les vidéos YouTube que vous regardez. Non. Ok. Inclure les recherches que vous effectuez sur YouTube. Donc, ils font c'est subtil, hein, mais il y a une différence entre les mots que vous recherchez et les vidéos que vous regardez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien effectuer des recherches et ne pas regarder de vidéos. Bah, même ça, c'est enregistré. Et là, bien sûr, toujours la logique de suppression automatique. Donc, vous remarquez que j'en ai une pour le web, mais une pour YouTube aussi. C'est les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est exactement la même logique de durée de 3 mois, etc. Mais par contre, il y en a une qui va récupérer toutes les données liées à YouTube et l'autre toutes les données liées au compte web. Donc là, je vais bien sûr supprimer les deux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc ici, ici, je peux aussi supprimer. Hein. Donc toute la période. Tac. Tac, tac. Ok. Supprimer. Et supprimer. Donc on voit quand même que voilà, il faut cliquer pour supprimer tout. Hein. Si on n'est pas sûr, enfin on peut pas se tromper, d'accord. Si vous voulez supprimer, là, vous ne pouvez que ne pas y arriver, ou alors aller jusqu'au bout de chaque chose, et puis bien vérifier ici que tout est suspendu. Donc ici c'est pareil, vous avez la personnalisation des annonces, donc on voit bien que qu'il y a le côté business quand même qui est présent sur le compte. Et là, qu'est-ce que c'est que la personnalisation ? Plutôt que de vous montrer, je sais pas, un produit lambda pour enregistrer, enfin pour vous faire de la pub, ils vont vous personnaliser les annonces. Donc là, c'est marqué entre 55 et 64 ans. Super. Homme, état civil en couple, etc. Je suis fan de films de science-fiction. Niveau d'études, enseignement secondaire. Enfin bref, tout ça, en fait... on voit bien que ça va me personnaliser mes annonces. Et clairement, il dresse un profil de vous hein, quand même. Hein. Donc après, on peut gérer ce profil en disant non, moi je suis pas vraiment en France, je suis pas vraiment français, je suis pas vraiment ci, pas vraiment ça, je suis pas vraiment en couple, etc. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ils ont déjà déterminé quelque chose. Clairement, moi je leur ai pas dit que j'étais fan de science-fiction, etc. Ça, ils l'ont vu parce que j'ai regardé 2-3 films sur YouTube qui étaient liés à l'astronomie, etc. Donc voilà. C'est quand même assez perturbant de voir tout ça et de voir comment une intelligence artificielle est capable de me dresser un profil de vous. Ce que je vous rappelle, hein, vous en tant que personne, Google s'en fiche éperdument. Ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que vous vous connectez, ce que vous cherchez, ce que vous faites, vos passions, parce que c'est ça qui va monétiser. Après, le fait que vous vous appeliez Julien, Albert ou Jean-Richard, on s'en fiche. Même éventuellement, on se fiche de savoir certaines infos à partir du moment où c'est ciblé au niveau du business. Donc, là, on était dans données et personnalisation. Donc là, on a les activités, les trajets, etc. On peut télécharger quand même les données. Donc, on peut récupérer toutes les données qu'il a, lui, ce qui permet, avant de supprimer un compte, par exemple, de pouvoir récupérer toutes les informations qui sont stockées chez Google. Ce qui est plutôt... concrètement, je vous dresse un portrait qui n'est pas forcément cool de prime abord, mais en fait, si on fouille bien partout, on a quand même tout un tas d'informations qui sont claires, nettes et qui sont vérifiables. Enfin, je veux voir ce qu'ils ont conservé comme historique, je peux voir ce qu'ils ont conservé comme historique. Alors, par exemple, là, vous avez les réservations. Alors,
j'ai été étonné de voir par exemple des billets d'avion que j'avais réservés, alors pas via Google, mais qui ont atterri dans mes réservations. Forcément, si j'utilise certains outils comme l'agenda, etc., bah, il y a des données qui sont récupérées. Voilà pour ce qui est des données et personnalisation. Vous avez aussi l'espace de stockage. Vous pouvez vérifier ce que vous utilisez comme espace. Là, en l'occurrence, j'ai rien puisque je n'ai jamais utilisé ce compte. Donc, on va passer à sécurité. Alors, sécurité, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement important. Et il y en a peu qui vous donnent un niveau de sécurité comme celui donné par Google. Je vous rappelle que Google, c'est pas gratuit. C'est un service qui, à la base, est gratuit, mais on peut évoluer vers des solutions pro. Et puis, le fait que ce soit gratuit, toujours l'envers du décor, c'est bien parce que derrière, il y a aussi des récupérations de données. Et donc, pour le coup, effectivement, le côté gratuit les autorise aussi, quelque part. Et d'ailleurs, vous avez signé un contrat pour ça, à récupérer des informations. Donc, ici, en fait, on est dans la partie sécurité. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que certaines adresses mail qu'on vous propose gratuitement n'ont pas un degré, pour moi, un niveau de sécurité qui est minimum pour être utilisable. Alors, je vais cibler directement une adresse comme par exemple Orange, où là, on est dans le summum de la catastrophe. C'est-à-dire que Orange, si quelqu'un vous vole votre mot de passe, qui se connecte, vous ne verrez jamais qu'il regarde les mails, qui regarde vos mails, etc., et qui vous surveille. C'est pas possible. Alors qu'avec Google, c'est totalement possible. Et d'ailleurs, ici, dans la sécurité, on a des possibilités de sécurisation. Donc là on est... alors, je vais plutôt aller sur ma vraie adresse mail pour ça, parce que sinon, j'aurais pas assez de données. Et pour le coup, qui dit qu'il n'y a pas de données, dit que c'est pas très intéressant pour vous à visualiser. Voilà. OK. Alors, vous remarquez, j'utilise la synchronisation de Firefox pour récupérer mes mots de passe, etc. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer sécurité. Sécurité, voilà. Là, par exemple, j'ai un problème de sécurité. Je peux faire intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire qu'il y a 3 mots de passe compromis. Donc, si je vais au check-up des mots de passe, tac, on va se retrouver un peu avec la même logique que, voilà, que celle qu'on a vue avec Firefox, sauf que là, cette logique, elle n'est pas du tout liée à ce que j'ai enregistré de mots de passe à l'intérieur de Firefox, mais ce qui est enregistré ou ce que j'utilise comme application sur mon téléphone. Donc là, effectivement, il me dit qu'il y a des problèmes. Je pourrais supprimer le mot de passe. Bim, voilà. Au revoir. Géonote, c'est Decathlon. Donc là, je supprime aussi. Et Imperium, je sais plus ce que c'est. Là est Imperium, je crois que c'est pour... Je sais pas, il faudra que je regarde ça. Et là, effectivement, on voit toute la gestion des mots de passe que j'ai sur l'ensemble de mes outils et de mes applications qui sont sur mon smartphone. Donc là, vraiment, on est dans la sécurité de votre smartphone. D'accord ? On peut voir les appareils aussi connectés. Donc imaginons que là, j'arrive et que je me dise, tiens, c'est bizarre, il y a un Mac qui est connecté dessus, je ne le connais pas, je peux me déconnecter directement. Donc à distance, si je suis parti d'un endroit et j'ai oublié de me déconnecter, je peux déconnecter au fur et à mesure tous mes appareils. Alors bien sûr, je les connaissais. Mais voilà. Là, je vois que c'est mon appareil, ça c'est bien mon téléphone.
Et ça, c'est mon ordinateur portable. Mais à distance, je peux tout déconnecter. Alors là, ici, on peut avoir les activités aussi de sécurité du compte. Donc on voit bien les activités. Et si un jour on me dit, tiens, quelqu'un est en train de se connecter au Japon alors que j'ai rien fait pour, et je suis pas en cours de connexion quelque part, c'est qu'il y a un problème sur mon compte et que quelqu'un a récupéré mon mot de passe. Mais que pour le coup, pour Gmail, enfin pour Google, il se dit, tiens, c'est bizarre, il s'est jamais connecté à tel endroit, je vais quand même lui demander si c'est normal. Par contre, si vous êtes déjà connecté sur un ordinateur, que vous vous êtes déconnecté et que la personne essaie de se connecter, vous le verrez en tant qu'appareil connecté, mais il ne va pas forcément vous dire, tiens, c'est bizarre, vous cherchez à vous connecter là. Donc attention à ça. C'est la raison pour laquelle il faut s'habituer à vérifier la sécurité de son compte. Alors là, pareil, il y a les accès tiers. Les accès tiers, c'est quoi? C'est tous les endroits où je lui dis, t'as le droit d'utiliser mon compte. Donc c'est souvent des applications comme Thunderbird, qui est un client donc, de messagerie, un peu comme Outlook, en version logicielle, et qui me permet de consulter tous mes mails à l'intérieur d'un seul et même logiciel. D'ailleurs, c'est Mozilla, les mêmes qui font Firefox. Il est super bien. D'ailleurs, je vous conseille largement d'utiliser celui-ci plutôt que Outlook, qui est vraiment pas terrible. Donc ici, voilà, j'ai certains accès. Donc par exemple, je pourrais supprimer celui-ci qui me sert plus à rien. Et donc voilà. Donc là, je gère vraiment tout ce qui se passe sur mon téléphone et sur mon compte du coup Google qui est associé à mon téléphone. Si j'avais pas d'association téléphone compte Google, forcément que ça j'en aurais beaucoup moins. J'aurais beaucoup moins de choses à voir à ce niveau-là, mais là, pour le coup, effectivement, j'ai toutes les infos. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, pour le reste, j'ai gestionnaire de mot de passe, mais ces gestionnaires de mots de passe, je vous rappelle, des applications. Alors ça, il faut le savoir. Comment se fait-il qu'il ait tous ces mots de passe? C'est les mots de passe qui ont été utilisés via mon téléphone Android. Après, pour le reste de la sécurité, on a fait le tour. Mais vous voyez, c'est pas très très compliqué. Mais voilà, c'est quand même hyper important. Autre chose d'hyper importante, c'est ici. Donc, on a vu les infos, les différentes infos. Alors, pardon, j'étais là. On a vu, on a tout vu là. On va passer à la sécurité, justement. Donc, on était sur la déconnexion, etc. Sur la gestion de qui se connecte à quoi. Mais on a d'autres choses. On a la connexion à Google. Ici, on peut modifier le mot de passe. Alors, si vous avez complètement perdu votre mot de passe, le seul moyen de récupérer votre mot de passe, s'il n'est pas associé à un autre système de récupération, c'est via votre téléphone portable. C'est-à-dire que via votre téléphone, si vous ne connaissez pas le mot de passe de votre compte Google, si vous lui demandez, il va vous dire « Ok, mais il me faut un moyen de récupérer ça. » Et souvent, il va vous demander via votre empreinte digitale ou via le système de mot de passe de votre téléphone. Et à ce moment-là, vous pourrez le changer. Faites attention à ça, parce que là, on perd tout d'un coup. Donc ici, je pourrais, dans la connexion, lui dire « Ok, dès que je vais me connecter quelque part, sur un autre ordi, et automatiquement, tu vas utiliser mon téléphone pour que je puisse me connecter dessus. À savoir, est-ce que c'est bien vous? Oui. Notez le nombre indiqué sur le téléphone. Et là, voilà. Ou un système de validation à 2 étapes. Donc là, vous pouvez éventuellement voir quel est l'intérêt et comment fonctionne la validation à 2 étapes. Il vous explique tout. C'est quand même très très bien fait. Et vraiment, au niveau piratage, je suis bien plus en confiance sur des produits comme ceux de Google que sur plein d'autres produits. Voilà pour ça. Alors, autre chose, et là on arrive à quelque chose de beaucoup plus dangereux, c'est ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, là, vu que j'ai mon téléphone qui est activé, qui est dans une zone où il est connecté soit à un réseau 4G, 3G, etc., ou alors en Wi-Fi, eh bien, je vais pouvoir
à partir d'ici, lui dire, voilà, de sonner. Donc là, je le fais sonner, même s'il est sur vibreur, il va sonner. C'est-à-dire que c'est pas un appel, c'est vraiment un déclenchement de sonnerie directement lié à votre téléphone. Et ici, alors ce que je vais pouvoir faire, alors peut-être là, j'ai peut-être pas activé la localisation, mais je peux le localiser. Alors, bien sûr, là on est aux États-Unis, mais je pense pas qu'il va le. Ouais, j'ai pas activé la localisation, c'est pour ça. Mais sinon, je pourrais le localiser exactement et savoir, enfin, le trouver, enfin, savoir exactement dans quelle zone il se trouve. Alors la zone, c'est peut-être une petite zone de 1 km de diamètre, ce qui est plutôt pas mal, mais ne vous imaginez pas être comme dans les films américains à poursuivre le voleur de votre téléphone et de le voir en temps réel prendre les ruelles, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, effectivement, on peut voir le niveau de charge de votre téléphone et puis on peut voir où il est situé. À partir du moment où la localisation est activée, bien sûr, et que votre téléphone se trouve dans un lieu où il capte un réseau. Là où ça devient un peu plus dangereux, c'est sur ces deux choses. Alors moi, je l'ai en anglais. Hein. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Logiquement, il devrait être en français, mais j'ai juste cette version-là. Un jour, il s'est mis en anglais, et puis bah, du coup, la localisation est en anglais. Mais c'est pas très grave. Là, ici, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ils disent de sécuriser donc votre téléphone. Et en fait, il est possible, donc imaginons, j'ai perdu mon téléphone dans un train ou je ne sais quoi, je me connecte vite à mon compte Gmail, d'où la raison pour laquelle il faut absolument connaître son mot de passe et son adresse mail, celle surtout, enfin l'adresse mail est raccordée à son téléphone, parce que sinon, bah là, on est déjà perdu, hein. On oublie ça. Donc moi, je vais me connecter dessus, je me dis, bon, bah voilà, je l'ai perdu, il est où ? Ok, il est là-dedans, je vois pas trop bien ce qu'il fait, il n'a pas l'air de trop bouger. Ce que je vais faire tout de suite, c'est ici. Je vais directement bloquer donc mon compte Google et je vais ici pouvoir laisser un message, bonjour, si vous trouvez ce téléphone, j'offre 10 millions de dollars à la personne qui va m'appeler et qui me le ramènera. Je laisse le numéro de téléphone là, et puis c'est la seule chose qu'il aura visuellement donc sur mon téléphone. C'est-à-dire qu'il va allumer le téléphone et tac, il va tomber directement sur ce message. Le reste sera bloqué. Donc déjà, qui dit bloqué dit qu'il n'aura pas accès à mes données. Alors ça, c'est surtout important pour un vol à l'arrache, par exemple. La personne vole mon téléphone alors que je suis en cours. Il peut faire en sorte de toujours l'avoir allumé et qu'il ne se mette pas en veille. Bah à ce moment-là, comment est-ce que je peux faire pour le mettre en veille ? Eh ben, je peux le bloquer via ce système. Il dit bien, vous pouvez toujours localiser l'appareil, mais il est bloqué. Étape ultime, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est assez violente parce qu'en fait, je pense que personne n'est trop au courant de ça. Mais sachez que si quelqu'un a accès à votre compte Google, comme là j'ai accès au mien, je peux effacer totalement le contenu de mon téléphone. C'est-à-dire que, on imagine, vous êtes venu une fois chez moi, vous vous êtes connecté sur votre adresse Gmail, j'ai récupéré de n'importe quelle façon votre mot de passe, je me reconnecte sur votre compte Google. Vous ne faites pas trop attention aux messages, pourtant on vous prévient que quelqu'un s'est connecté dessus. Et là, je vais là-dessus, j'efface totalement tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Donc ça, c'est une mauvaise blague. Et bah oui, la mauvaise blague fait que si on n'est pas vigilant à la sécurité, dans un sens comme dans un autre, on peut se retrouver avec des grosses problématiques. Donc ça, attention à ça, très attention. Vous avez remarqué, là j'ai vu que mon portable était sur le réseau France Bouygues, et qu'il restait 50%. Donc voilà, ça, pas cool du tout. Alors autre chose aussi, et j'ai eu souvent des stagiaires qui me disaient « Ouais, c'est super, comme ça je peux suivre mon petit copain et tout ça ». Je vous rappelle que légalement, vous n'avez pas le droit, c'est des informations confidentielles,
Et par contre, la seule chose que je pourrais éventuellement vous suggérer, c'est par exemple, avec des jeunes, vous avez des enfants qui sont pas encore majeurs, et vous pourriez leur expliquer que ça va permettre, si un jour il y a un moindre souci, qu'ils ne savent pas où vous êtes, de pouvoir voir l'endroit où est localisé le téléphone. Bien entendu, ça implique que vous leur expliquez la localisation, et qui dit expliquer la localisation dit que ils sauront aussi comment la désactiver. Mais on ne sait jamais. Je veux dire, ça peut être un bon moyen aussi de pouvoir suivre plus ou moins vos enfants, notamment s'ils sont plus jeunes, et d'avoir une sécurité justement par rapport à la localisation. Ça évite de pucer vos enfants, blague à part. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va juste continuer un petit peu. On a vu le plus gros, hein. Le plus gros, c'est vraiment ça. Et ça, il faut vraiment être méfiant et y aller quand même. D'ailleurs, en présentiel, on l'aurait fait en temps réel. Donc, sachez que je laisse aussi du temps, hein, pour vous, pour aller voir tout ça, vérifier toute la configuration, suivre ce que je vous ai expliqué pour configurer plus ou moins. Alors, bien sûr, vous avez l'autorisation de conserver votre historique YouTube, etc. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous êtes connecté ici et que vous pensez que tout va bien parce que j'ai effacé l'historique, par exemple, de ce que j'ai été voir ou des sites que j'ai consultés sur le navigateur, rappelez-vous que s'il est mal configuré, votre compte Google, vous récupérez tout l'historique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si vous me dites, cherchez des informations sur mes activités, je ne vais pas trop regarder sur le navigateur. Je vais voir à quel endroit vous êtes connecté avec votre compte Google, et là, je vais rentrer dans ces infos. Et là, là, je vais voir les vidéos YouTube, je vais voir les activités que vous avez, je vais éventuellement voir la localisation, voir sur quels appareils vous êtes connecté, éventuellement voir l'activité complète en fait que vous avez et que vous avez eue depuis le moment où la localisation, la conservation de données, etc. a été activée. Donc attention à ça quand même, ça laisse beaucoup d'informations sur vous. Donc par exemple au niveau pro, ne laissez jamais votre adresse mail activée. Pareil, si vous allez sur YouTube régulièrement, je ne sais pas, vous travaillez dans une société ou dans une association, etc., qui utilise beaucoup YouTube, eh bien, si vous êtes connecté à votre compte, sachez que les recommandations qui seront visibles, c'est celles qui sont liées à vous. Donc, attention à ne pas donner non plus une mauvaise image de vous, parce que vous êtes fan de, je sais pas moi, de hip-hop hardcore ou je ne sais quoi, et que, pour le coup, ça ressort dans les recommandations. Donc, au niveau pro, ça n'a pas besoin de ressortir. Donc toujours avoir cette logique, soit d'utiliser un navigateur avec votre compte donc Google activé dessus, et un autre navigateur qui vous permet d'être totalement anonyme si c'est possible, parce que je vous rappelle que le total n'est pas forcément si simple que ça. Donc on en arrive à contact et partage. Alors dans contact et partage, ici, vous pouvez créer un groupe familial. Il n'en sait déjà pas assez sur Google, autant lui donner tous les noms et prénoms de votre famille. Non, ça, c'est pas très utile. Par contre, là, effectivement, vous voyez bien que moi, mes contacts, je vois mes 612 contacts qui sont... voilà, donc c'est pas caché. Coordonnées enregistrées à partir des interactions. Ça, si je clique là-dessus, il va m'expliquer ce qu'est une interaction. Donc, il n'y a rien qui est opaque. Ce qui est opaque chez Google, c'est de ne pas aller voir, de ne pas prendre le temps de regarder et de se renseigner. Le reste, voilà, c'est pas opaque, et il m'explique bien à quel niveau il récupère telle ou telle info, et si je souhaite ou pas conserver cette option. Donc, information sur les contacts issus de vos appareils, je l'ai désactivé, je pourrais très bien le réactiver aussi. Ce qui fait que dès que j'ai un appareil qui est lié à Google, qui se contacte à une adresse mail, il va récupérer cette adresse mail et il va la conserver dans mes historiques de contacts de mail.
Et là, bien sûr, je peux bloquer aussi des utilisateurs. Pour l'instant, j'ai personne de bloqué. Le partage en temps réel. Donc là, je ne l'ai pas partagé. Je pourrais très bien partager avec tous mes amis ce que je suis en train de faire et où je suis. Ce n'est pas mon cas et je n'en veux pas. D'ailleurs, je ne pense pas que ça intéresse quiconque. Donc choisissez ce que les autres utilisateurs peuvent voir à propos de moi. Bah pareil, encore une fois, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Bah mon nom, prénom, mon petit logo, toutes ces informations-là. Bah oui, c'est public. Je gère. Je pourrais très bien gérer mon parcours d'études. Je pourrais gérer d'autres informations. Libre à moi de le faire. Ce qui est plutôt bien parce que ça peut être une force aussi en termes, enfin, au niveau public, professionnel. C'est-à-dire que si effectivement vous voulez travailler aussi une certaine image de vous et de ce qu'on trouve, hein, parce que bien entendu que lors de, comment dire, lors d'une démarche de professionnel, etc., bah, on se renseigne forcément sur vous, hein. Moi, j'ai eu des stagiaires, bah, voilà, ils me donnaient certaines infos d'eux, etc., en vue de les intégrer dans des formations, etc. Bien sûr qu'on regarde. J'ai l'autorisation de le faire. Tout ce qui est public, c'est public. Par contre, il est interdit d'aller fouiller dans vos mails, par exemple, et de me connecter parce que je connais votre mot de passe. Même si vous me l'avez laissé et que vous ne me donnez pas l'autorisation écrite, bah, j'ai pas le droit. Donc, rappelez-vous de ça. Par contre, cherchez votre nom et prénom sur Google jusqu'à tomber sur des photos, etc. et creuser pour trouver un maximum d'informations. J'en ai l'autorisation. C'est public. Et donc, le but pour vous, c'est aussi de savoir gérer votre profil public. Et la meilleure façon de le gérer, c'est de décider par vous-même quelles sont les informations que vous souhaitez mettre en avant sur le web pour éviter de tomber, je ne sais pas moi, sur un profil Facebook, par exemple, où on vous voit faire la fête, etc. Tout ça, c'est des caricatures, mais ça existe tous les jours. Et on en voit tous les jours. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement de chercher aussi quelles sont les informations qu'il y a sur vous. Parce que bah, c'est arrivé de retrouver, je me souviens d'une stagiaire qui s'est retrouvée avec un compte, un faux compte sur un site de rencontre qui a été créé avec plus ou moins son prénom, mais c'était pas son nom, etc. Mais avec ses vraies photos qui avaient été récupérées d'autres comptes. Donc voilà, ça c'est de l'usurpation d'identité, c'est aussi puni par la loi. Encore faut-il réussir à retirer ces infos, ce qui est le plus complexe sur le web. Et généralement, on va plutôt avoir tendance à donner des informations. Donc vous souhaitez qu'on ait un profil pro de vous, et ben concevez ce profil pro, laissez les informations que vous maîtrisez pour faire en sorte que les personnes n'aient pas à chercher plus loin. Faites-vous un profil Facebook, LinkedIn, etc. professionnel sur lequel vous aurez des choses qui seront gérées et qui éviteront à des gens de fouiner et puis de trouver à tout prix quel est votre profil Facebook personnel, etc. Donc en gérant vos infos publiques, eh bien vous gérez aussi vos infos privées. Ça évite aux personnes de chercher parce qu'elles ne trouvent pas d'infos. Si elles trouvent directement des infos, que tout est bien géré, etc., bon, il n'y a pas forcément de raison pour qu'elles cherchent plus loin. Donc, voilà pour ça. Donc là, j'étais dans celui-ci. Alors, il y a beaucoup de... Je parle beaucoup par rapport à ce que je vous explique, etc., mais faut vraiment comprendre le fondement, justement, de tout ça et le fait que tout compte fait, on n'est pas arnaqué, on est dans une utilisation. On nous propose des outils qui sont gratuits. Faut pas se leurrer, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Et le peu qui est gratuit, bah, forcément, il y a un retour. Et le retour, bah, chez Google, c'est ça, c'est la récupération d'infos et le fait que peut-être que derrière, vous arriverez sur comment dire, des outils qui vont être payants, notamment acheter un cloud un peu plus lourd, puisque lui, il vous propose 15 gigas, ce qui est déjà énorme, mais voilà, il pourrait vous proposer plus et vous pourriez évoluer parce qu'à force d'utilisation, vous récoltez des infos, un peu comme le cloud, le iCloud sur Mac. Donc tout ça effectivement, bah voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer et surtout ne pas hésiter à le montrer à tout le monde. Moi, je montre ça à des jeunes qui sont pas forcément sensibles. Ils hallucinent de voir toutes les informations qui sont récupérées
par Google et c'est intéressant et c'est important pour tout le monde. Pour une personne du troisième âge comme pour un jeune, eh ben, tout le monde est concerné par ces utilisations et ça crée des passerelles aussi de communication entre vous et votre public. Donc c'est hyper bien de les maîtriser et pour vous et pour les gens que vous avez autour. Parce que rappelez-vous que votre adresse mail a une incidence, enfin votre adresse mail et la sécurité que vous y mettez ont une incidence sur aussi les personnes avec qui vous êtes en relation, que ce soit vos contacts. Par exemple, là, moi, j'ai mes 600 contacts. Si un jour on pirate cette adresse mail, on récupère aussi des numéros de téléphone, etc. Donc, quelle est ma limite entre ce qui est à moi et ce qui est aux autres? Ça devient très flou, en fait. Est-ce que dans la gestion de mes mails, il n'y a que des mails qui sont liés directement à moi? Non. Il y a des personnes qui me contactent, qui m'envoient des infos. Euh, un piratage peut avoir une incidence aussi sur eux. Donc rappelez-vous toujours de ça et c'est la raison pour laquelle si vous avez des adresses mail euh, de base, les adresses free, éventuellement Hotmail, j'ai vu d'énormes soucis d'ailleurs chez eux. Mais surtout des adresses Orange, numéricables, SFR, etc. Virez-les et prenez des adresses qui vous proposent justement un suivi de la sécurité. Et si vous avez un téléphone Android, de toute façon, vous utilisez déjà Google. Vous avez déjà un profil Google. Vous n'utilisez peut-être pas votre adresse mail, mais elle est déjà là. Donc voilà, un peu plus ou un peu moins. Tant que vous gérez les informations telles que je vous les ai montrées, j'estime que c'est bien mieux que de ne pas du tout gérer ça. Donc réfléchissez à ça, mais ça a une incidence aussi sur la sécurité. Et pareil, sur la sécurité, qui dit sécurité, dit par exemple, je sauvegarde mes contacts, je l'ai toujours fait sur ma carte SIM. Bah, le jour où ma carte SIM elle est morte, elle est illisible, bah, je perds des contacts. Puis si je chiais pas trop et puis qu'en fait j'en ai un peu aussi dans le téléphone, bah, le jour où le téléphone il est mort, bah, je perds des contacts. Et si, bah, c'est souvent le problème, hein. D'ailleurs si je vous pose la question, êtes-vous sûr de l'endroit où vous avez stocké vos contacts, bah, il va falloir vérifier parce que je pense que vous n'en êtes pas si sûr que ça. Toutes ces questions-là, ça a une incidence qui peut être dramatique, hein. C'est comme avoir tout sur son ordinateur et jamais se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas que je l'enregistre sur une clé USB ou encore mieux sur un disque dur externe pour être sûr que s'il y en a un qui tombe par terre, bah, l'autre conservera mes données. Ben, c'est pareil, c'est des informations sur lesquelles il faut vraiment vous pencher et il faut vous poser toujours ces questions. Parce que plus ça va aller et plus on aura euh, d'incidence entre le virtuel et ce qu'on fait en virtuel et ce qu'on fait en réel. Et il y a de ça quelques années, on payait jamais. Maintenant, qui ne possède pas un compte Amazon ou je sais pas moi, AliExpress ou achète régulièrement en ligne sur Etsy ou je ne sais quoi, bah, de moins en moins de personnes. Et ça touche vraiment toutes les couches de la société, que ce soit des jeunes comme des plus vieux, des riches comme des moins riches, etc. Donc c'est des choses qu'il faut maintenant maîtriser et sur lesquelles il faut faire attention. Donc voilà pour ça. Alors j'espère que ça vous aura donné déjà des approches et des choses sur lesquelles il faut vous pencher. Il y a beaucoup d'informations hein, sur ce que je vous ai donné. Il faut reprendre pas à pas, tranquillement, les vidéos. N'hésitez pas à revenir dessus, à mettre en pause et à travailler en temps réel parce que c'est important. Alors je vais terminer donc cette formation sur Google, sur les outils qu'ils proposent en plus. Alors pour ça, je vais me déconnecter bien sûr parce que là, je suis sur des choses personnelles, donc voilà. Je préfère pas qu'on voit justement mes contacts, etc. Pas forcément que pour moi, mais par rapport à mes contacts aussi. Alors je vais aller sur ce faux profil. Alors là, il me demande par exemple ça, protéger votre compte. Bah oui, je n'ai pas raccordé
numéro de téléphone, donc forcément, il me demande. Si vous ne l'avez pas fait et que c'est votre vrai compte Gmail, faites-le. Parce que si demain, quelqu'un vous vole votre compte, change votre mot de passe, bah là, c'est terminé. Vous ne pourrez plus jamais récupérer votre adresse mail. Donc là, hop, confirmé. Donc voilà, je suis ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai expliqué, avec votre compte, vous avez créé votre adresse Gmail. Avec votre adresse Gmail, vous avez créé un compte Google. Pareil avec YouTube. Donc ça, c'est les deux les plus connus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, vous avez tout un tas de choses hyper intéressantes. Vous avez l'agenda, alors je vais les passer en revue, bien sûr que je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer parce que là il faudrait plus d'une demi-journée, mais ça va vous donner déjà des approches à, peut-être à approfondir. En tout cas, voilà, vous avez un agenda. Sachez que l'agenda, c'est votre agenda Android, que vous pouvez synchroniser tout et que vous pouvez aussi le partager avec d'autres. Vous pouvez créer des agendas qui soient collectifs à une association, un groupe de musique, enfin n'importe quoi, professionnel, etc. Donc ça, c'est quand même un agenda qui est super bien conçu, qui est vraiment très très bien et qui est synchronisable sur plein de supports différents. Et pour le coup, les informations peuvent être récupérables. Par exemple, maintenant on voit bien tous les jours, si vous utilisez des applications comme Doctolib, etc., pour prendre des rendez-vous de médecins, etc., il vous propose d'intégrer directement le rendez-vous sur votre compte Google. Donc voilà, c'est pas pour rien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ici vos contacts. Donc à partir de là, vous pouvez effectivement créer vos contacts, les importer, les exporter. Donc vous pouvez les sauvegarder n'importe où sur n'importe quel support et vous pouvez aussi les gérer. Sachez qu'il gère aussi les doublons. S'il y en a deux qui se ressemblent, qui ont le même numéro de téléphone, il va vous dire qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là, etc., etc. Très très bien, vraiment simple, efficace. Ensuite, vous avez d'autres petites choses sur lesquelles on n'ira pas. On va aller directement sur le drive. Alors le drive, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une clé USB de 15 Go qui n'est pas physique, qui est liée à votre connexion. Alors ça, c'est hyper pratique parce qu'ici, on peut importer n'importe quoi dedans. Donc là, si j'importe, je sais pas, une photo, par exemple, voilà, je l'enregistre, elle est là. L'intérêt du drive, c'est que déjà, c'est un espace de stockage. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, on peut stocker tout ce qu'on veut. Des films, des vidéos, des photos, etc. Mais surtout, on peut créer des partages. Alors, qu'est-ce qu'un partage ? Plutôt que d'envoyer un colis quelque part, je vais dire à tout le monde, vous voulez récupérer ce colis, allez à tel endroit, en fait, vous avez un accès. Et ceux qui connaissent la porte peuvent récupérer le colis. Alors, quand je parle de colis, bien sûr, généralement, là, on met un colis quelque part et on le récupère. Ici, si j'envoie le lien ou si je partage le lien à 15 000 personnes, ils pourront récupérer 15 000 fois et plus. Ils récupéreront toujours une copie de ce que j'ai mis dessus, à cet endroit-là. Ce qui est bien, c'est qu'eux pourront aussi intégrer des choses. Donc, imaginons, on a fait un mariage tous ensemble et puis il y a plein de photographes. Comment faire pour mettre les photos en commun ? C'est simple, hein, on crée un dossier sur le drive et puis on donne l'accès. Alors, clic droit, donc partager. Et ici, donc le principe de partage, c'est le principe pour tous les partages. Et ici, je peux créer des partages en tant qu'éditeur ou en tant que lecteur. Donc pour mamie qui ne sait pas trop bien gérer et puis qui risque de supprimer toutes les photos, vous la mettez juste en lectrice, pas en éditrice. Par contre, pour les autres, vous les laissez en éditeur. Et donc, ils pourront modifier les photos, en rajouter, etc. Donc, voilà pour ça. On peut voir ce qui a été partagé avec moi. Donc là, on est vraiment dans un espace de stockage. Hein. Tout est clair aussi. Qui m'a partagé des choses, ce que j'ai de stocké. Alors, pareil, hein, quand je voyage, par exemple, à l'étranger, dans mon drive, qu'est-ce que j'ai ? Forcément, j'ai une copie scannée de mon passeport, de ma carte d'identité, de
de ma carte bancaire, enfin toutes les infos qui peuvent être ultra utiles si je me trouve en plein milieu de nulle part et que j'ai plus rien en ma possession. Un truc qui est bien aussi dans Nouveau, c'est que vous avez aussi la possibilité de créer des documents, donc comme Google Doc. Alors Google Doc, c'est un... franchement, alors LibreOffice, OpenOffice, pour moi, ils sont dépassés. Maintenant, autant utiliser ça. C'est 100% compatible avec Word, Excel et tout ça. Et en plus, c'est des outils qui s'appellent collaboratifs. C'est ce que je ne vous ai pas expliqué dans le côté partage des choses. C'est que là, si je partage un document, imaginons que je travaille sur, je ne sais pas, la réalisation d'un document avec 3 personnes. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Je vais envoyer une première copie aux personnes. Chacune dans leur coin, elles vont travailler dessus, puis elles vont me renvoyer ça, mais jamais personne n'aura la même version. En fait, il se trouve que sur des documents comme celui-là, c'est des documents avec une logique derrière qu'on appelle collaborative. C'est-à-dire que si je partage avec Julia, Cathy et Stéphane, eh ben, tout le monde va pouvoir travailler dessus et en temps réel, je vais voir travailler sur le document. C'est-à-dire que là, on a un document sur lequel tout le monde travaille en même temps. À des milliers de kilomètres de distance, ça fonctionne quasi en temps réel. Donc ça, c'est d'une puissance, d'une puissance assez rare. Enfin, jusqu'à présent, on n'avait pas ce genre d'outil en notre possession. On était sans arrêt obligé d'en renvoyer le document, qui nous renvoie avec des copies en nous disant ça, c'est la mise à jour. Enfin bref, là, tout ça en temps réel. Et donc, sur ce drive, ils n'ont pas que ça. Ils ont donc Google Doc, Google Sheets, qui est une copie d'Excel, qui marche tout aussi bien qu'Excel. Et franchement, pour 90%, dans 90% des cas, ça marche. Il n'y a pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Excel sur votre ordi. Surtout que là, ça veut dire que sur mon smartphone, je peux les ouvrir. Je prends une tablette, je n'ai pas Excel, je peux quand même travailler dessus. J'ai plus besoin d'avoir le logiciel à l'intérieur de mon ordinateur. Là, j'ai pas Google Sheets dans mon téléphone, dans mon ordinateur. Je suis en ligne et je travaille en ligne avec. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez Google Slide, qui est un PowerPoint, vraiment pareil, voire mieux. Je trouve qu'au niveau stylisé, je trouve que c'est beaucoup plus classe ce qu'il propose. Alors, on peut faire aussi des actions, etc., des animations. Avec un logiciel comme celui-là, vous pouvez faire des cartes de visite, vous pouvez vous faire un CV design, mais vraiment design. Vous pouvez tout réaliser là-dessus. C'est vraiment un super outil de bidouillage pour faire quelque chose de graphique. Une brochure, une affiche, que ce soit pour une affiche de concert, comme une affiche pour, je sais pas, afficher par exemple les gestes barrières, etc. Enfin, on peut tout faire là-dessus. Donc c'est vraiment très très bien. Et automatiquement, ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. C'est des logiciels sur lesquels vous travaillez. S'ils voient que vous avez fait quelque chose, ils vont l'enregistrer en temps réel. Donc en plus, il n'y a pas moyen de le perdre, à part se faire pirater son compte Google et que quelqu'un supprime quelque chose dessus, ou que vous ayez supprimé là en faisant un clic droit, je supprime. Il n'y a pas de raison. Et encore, je peux le retrouver dans la corbeille, puisqu'il a une corbeille. Donc on n'est pas sur notre ordi, mais on a tous les aspects de l'ordi. Donc là, je restaure, tac, et je retrouve dans mon drive. Vous avez un truc qui s'appelle Google Forms aussi. Alors ça, c'est quand même hyper bien. Ça vous permet de créer des formulaires. Donc, je ne sais pas, vous souhaitez organiser je sais pas, l'anniversaire de mamie et vous ne savez pas trop quelle couleur elle aime, qui va être présent, etc. Là, vous pouvez faire un questionnaire sur votre mamie et puis sur les personnes qui vont être présentes ou pas, qui va ramener quoi, qui préfère des frites ou des chips ou je ne sais quoi. Voilà. Et au sein d'une association, on pourrait très bien imaginer ça pour faire des rapports de satisfaction, des questionnaires de satisfaction sur l'accueil du public, faire des jeux aussi en activité,
Moi, je l'utilise aussi avec les jeunes en disant, bah voilà, faites-moi, concevez-moi un formulaire là sur Strasbourg, mais attention, je veux pas des questions ultra dures, mais je veux pas des questions simples. Renseignez-vous, etc. Et de fil en aiguille, sans même s'en rendre compte, en fait, il travaille sur, bah, sur l'histoire, sur la connaissance d'un sujet. Ça peut être sur ça, ça peut être sur des métiers. Enfin, c'est des outils qui peuvent être développés et très sincèrement, dans le social, on peut les utiliser et les décliner sur énormément d'utilisations. Énormément. Et ça, c'est libre à vous de le faire. Soit vous décidez de vous dire, mais oui, moi l'informatique, c'est pas pour moi et je ne veux pas utiliser ça, etc. Ce que je peux comprendre. Sauf que de plus en plus, maintenant, on peut plus se dire, ah, j'aime pas ça. L'informatique, c'est comme la voiture. C'est pas parce qu'on aime la voiture qu'on l'utilise. C'est parce qu'on en a besoin. Et ben là, c'est pareil. Surtout que rappelez-vous que je forme aussi des jeunes qui seront peut-être aussi suivis par vous. Et ces jeunes-là, bah, pour le coup, eux, ils gèrent aussi ces outils. Donc attention à sur qui vous tomberez, parce qu'il se peut qu'effectivement, ils gèrent beaucoup mieux que vous. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, etc. C'est aussi des champs, des terrains de communication. Alors pareil pour MyMaps. MyMaps, c'est pas Google Maps. C'est là-dessus, on va pouvoir créer une maps. Donc par exemple, je sais pas, moi, je fais une fête en plein milieu de nulle part. Imaginons que je souhaite faire une free party, je sais pas, en plein milieu de, je sais pas où je suis. Enfin bref, je peux les fougères, alors je sais pas du tout où on est, et je peux très bien tracer en fait un itinéraire. Alors ça peut être ça, ça peut être une carte au trésor. Pareil, avec les jeunes par exemple, je leur dis, bah voilà, vous êtes une agence de voyage, vous devez me trouver des endroits magiques en France. Bon, pas à Strasbourg parce que vous connaissez trop bien le parc de l'Orangerie, la citadelle, machin. Trouvez-moi des endroits, pointez-les sur la carte, mettez-moi des photos qui sont associées à cet endroit. Changez-moi l'aspect de la carte, faites-moi un itinéraire, machin. Et après, bah, derrière, vous me faites aussi un Google Doc et vous me répertoriez, vous me, comment dire, vous me reprenez tous ces lieux et bien, vous me faites une description et vous m'en faites une brochure de communication parce que vous voulez me vendre ce voyage. Et ben croyez-moi que ça, c'est des choses que je fais faire à des jeunes qui sont parfois à la limite d'être illettrés ou qui sont d'origine étrangère, des migrants, etc. Et tout ça, c'est des outils qui sont facilement utilisables et qui gèrent facilement. Donc, avec l'habitude et puis avec une façon de le présenter, et vous, hein, à vous aussi de trouver des moyens intéressants. Alors, je rigolais sur la free party, mais ça peut être aussi un mariage, ça peut être des endroits qui sont compliqués ou expliquer à un public comment arriver à tel endroit, prendre telle station, etc. Eh ben, c'est des outils qui peuvent vous accompagner dans votre vie sociale de tous les jours et professionnelle de tous les jours. Bah, il en reste plus beaucoup. Après, vous avez possibilité de faire des sites web. Pareil, les jeunes, par exemple, on leur fait faire des sites web sur leur parcours professionnel, des choses comme ça. Pour vous, bah, entre quelqu'un qui communique au niveau social sur ses compétences, qui s'interroge, qui fait des vidéos YouTube et celle qui fait rien, bah, croyez-moi que vous, le jour où vous trouvez, enfin que vous cherchez une nouvelle place, bah, peut-être que bien avant, on viendra vous voir en vous disant tiens, j'ai vu que vous travaillez à tel endroit, ça vous intéresserait pas de voilà, travailler avec moi, etc. J'en connais beaucoup dans le social qui n'ont plus besoin de chercher parce qu'on vient leur demander et de fil en aiguille, dès qu'on sait qu'ils vont quitter telle structure, ben, on leur saute dessus parce que voilà. C'est aussi des outils de communication. Donc dans votre façon de démarcher au niveau professionnel, ça peut aussi vous donner un plus de gérer votre communication, de vous voir comme un produit. Alors je sais que c'est horrible de se dire que travailler dans le social, c'est aussi ça, mais on est tous des produits des autres et si on ne gère pas notre communication, eh bien les autres la géreront à notre place et puis prendront des trains d'avance. Vous n'êtes pas les premiers. Dans tous les cas, la communication est
est une donnée ultra importante dans la vie de tous les jours et ça ne dépend pas forcément du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc pensez-y et plus vous maîtriserez ce genre d'outils et mieux ce sera et pour vous et pour éventuellement, pourquoi pas, créer des activités autour de la communication, etc. avec votre public. Donc j'espère que cette formation vous aura donné plein d'éléments et plein comment dire, d'aspects à explorer, de terrains à explorer, parce que c'est aussi ça, et c'est important de susciter la curiosité et d'être curieux. Donc voilà, revoyez tout ce que je vous ai montré, vous avez largement de quoi faire. Donc voilà, et ne vous dites jamais que c'est acquis. C'est-à-dire que demain, Google peut avoir changé les choses, des aspects, des clauses de confidentialité, etc., etc. C'est important d'être toujours au courant de ce qui se passe. Alors oui, ça demande du temps, etc., mais c'est comme tout. Si vous n'êtes pas au courant dans la vie, voilà, vous faites avoir ou vous passez à côté de choses qui peuvent être ultra importantes.